Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée en charge de l'industrie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous sur Boursorama. On parle un petit peu des élections régionales. Après, il y a plein de sujets, les vaccins, l'industrie à évoquer ensemble. Aujourd'hui, troisième étape du Tour de France du président de la République qui passe par les Hauts-de-France. On est à 3 jours du premier tour des élections régionales. Vous êtes candidate au régional sur la liste La République En Marche dans les Hauts-de-France. Petite question, alors on ne reste pas 3 heures là-dessus, mais si vous faites plus de 10%, c'est toute la question. Tout le monde se pose cette question, ou elle l'a déjà posée, je souhaite le énième à le faire. Mais si le soir du premier tour, vous faites plus de 10% au premier tour, est-ce que vous maintenez votre liste ou pas, au risque si vous restez, de faire gagner la région par le Front National, le Rassemblement National? Alors d'abord, le premier tour, c'est un vote de conviction. Ce n'est pas un vote, entre guillemets, où on fait des choix de raison. C'est un vote de conviction et nous portons des convictions fortes pour la région Hauts-de-France. La deuxième chose, c'est que on attend la fin du premier tour pour prendre position. C'est la logique. C'est la logique institutionnelle. C'est la logique de voir comment les voix se sont exprimées, quel est le niveau d'abstention, combien chacun fait. Et sur cette base-là, nous prendrons ces décisions, les bonnes décisions. Donc vous ne savez pas encore pour l'instant, en fonction si c'est au-dessus de 10, en dessous de 10, ce que vous faites ou pas. Vous me direz si c'est en dessous de 10, la question ne se pose pas, mais après il y a la question des reports de voix. Mais donc toutes ces questions-là, on se les pose dimanche soir, pas avant? Non, on se les pose sur la base de ce que nous disent les Français. Et je pense que c'est normal d'écouter ce que les Français ont à nous dire sur cette élection. Nous portons un projet fort pour la région Hauts-de-France. Le candidat Laurent Pietraszewski, il est candidat à la région, il n'est pas candidat à autre chose. Il ne veut pas être président de la République après avoir vous parlez de Xavier Bertrand, là. fait une sorte de primaire au travers des régionales. Et quant au projet du Rassemblement National, c'est très simple, il n'y en a pas. C'est juste la somme des colères des uns et des autres. Alors ça fait peut-être un vote élevé sur le papier. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, la France ne vote pas pour le Front National de manière majoritaire et de très loin, contrairement à ce qu'on peut lire dans certaines analyses. Ce n'est pas parce que vous arrivez premier, en ayant fait la somme de toutes les voix, que vous êtes premier au second tour. Donc c'est tout ça qu'il faudra examiner. Vous avez conscience d'être faiseur de roi, encore une fois, dans les Hauts-de-France, dans cette élection? Mais je crois que c'est un enjeu, effectivement. C'est-à-dire que nous portons un projet républicain, nous portons un projet d'avenir pour les Hauts-de-France unis. Et effectivement, nous voulons compter dans cette élection. Et c'est légitime. Le pire des scénarios, c'est quoi pour vous, Agnès Pannier-Runacher? C'est la réélection de Xavier Bertrand ou c'est la victoire du Rassemblement National? Mais je crois que ça ne se pose pas dans ces termes-là. C'est-à-dire que nous ferons des choix à l'issue du premier tour. Comme toujours, nous prendrons ce qui nous paraît être la meilleure solution au regard des convictions que nous portons. Nous avons une conviction de rassembler et la droite et la gauche et le centre. Nous portons un projet pour l'emploi dans les Hauts-de-France, nous portons un projet pour la jeunesse dans les Hauts-de-France. Et le reste, je dirais, c'est la politique politicienne. Nous ne sommes pas dans ce logiciel-là, nous sommes là pour nous installer durablement et pour apporter des solutions à ce territoire. Nous le faisons au niveau du gouvernement, nous voulons le faire au niveau du territoire. Il y a bien 5 ministres qui sont sur la liste, pour le coup, dans les Hauts-de-France, c'est ça? Il y a 5 ministres en tout? Alors, il y a 2 ministres qui sont en dernière position de liste, qui sont là parce que nous sommes... Enfin, je pense que personne ne conteste à Gérald Darmanin d'être un local de l'étape. J'ai moi-même des attaches désormais dans cette région. Par ailleurs, c'est exactement le territoire où nous devons réindustrialiser, où se joue l'enjeu de l'égalité des chances, qui sont les sujets pour lesquels moi je me suis engagée en politique. Non, je dis ça parce que 5 ministres au final, avec aujourd'hui une liste La République En Marche qui navigue autour de 10% quand on regarde les sondages, on verra l'élection, on verra la vérité, la réalité encore une fois du vote des Français. Mais naviguer autour de 10% avec 5 ministres, c'est pas une déception pour l'instant, encore une fois? Pourquoi ça décolle pas plus que ça, la campagne? Je ne crois pas, au contraire. Je pense que nous avons apporté à Laurent Pietraszewski plus de visibilité. Nous avons mis en valeur la qualité de son programme, la qualité de ses idées. L'objectif, c'est de gagner? C'est toujours de gagner, l'objectif? L'objectif, c'est d'aller chercher chaque voix sur le terrain. L'objectif, c'est de montrer qu'il y a des alternatives à l'extrême droite et à sa démagogie. L'objectif, c'est de montrer que Xavier Bertrand est une proposition républicaine, mais ça reste une proposition qui ne nous convient pas, qui n'est pas allée assez loin, qui n'a pas fait suffisamment pour l'emploi, qui n'a pas fait suffisamment pour l'économie. Et c'est de dire que nous avons un projet qui a bien plus d'ambition pour la région Hauts-de-France. A priori, c'est plié pour la région. Je sais qu'on va laisser les Français voter, mais encore une fois, quand on est à 10 dans les sondages, on y croit. Enfin, honnêtement, on y croit encore. Moi, je trouve qu'il faut laisser les Français voter. Bien sûr, je l'ai dit. Hein. Oui, voilà. Laissons-les voter. Vous y croyez encore? Allons chercher. Vous y croyez encore? Mais moi, je vais chercher chaque voix. Chaque voix compte.
Je suis tous les jours, quand je peux, je dirais le week-end, je suis sur les marchés, je suis sur les brocantes, je discute avec les gens. Et ce qui m'intéresse, c'est d'aller récupérer les abstentionnistes et c'est de discuter avec des gens qui, notamment, votent au Rassemblement national, pas parce qu'ils croient aux idées du Rassemblement national. Il n'y a pas une personne qui vous parle des écrans étrangers sur les marchés, pas une. Elle vous parle de leurs difficultés de fin de mois, elle vous parle de leur angoisse après crise, elle vous parle du fait qu'elles ont l'impression d'avoir travaillé toute leur vie, d'avoir une petite retraite, et elles se demandent si c'est très juste par rapport à d'autres dispositifs qui existent en France. Mais on ne vous parle pas des sujets qui font aujourd'hui la colonne vertébrale de Madame Le Pen. On vous parle d'économie. Et quel est le pire projet pour l'économie si c'est celui de Madame Le Pen? On va parler de l'économie. En tout cas, l'idée de se désister, si vous êtes au-delà de 10%, vous n'êtes pas opposé à l'idée de vous désister en faveur de Xavier Bertrand. On verra ça dimanche soir. Vous n'êtes pas opposé sur le principe. Je suis ni pour ni contre pour le moment. Je n'ai aucune raison de faire le match avant qu'il n'ait été joué. Exactement. Alors, autre sujet, pour éviter ce rebond épidémique à l'automne, le Premier ministre Jean Castex vient de fixer donc de nouveaux objectifs chiffrés de vaccination. C'est très intéressant, au-delà du fait qu'on a retiré le masque en extérieur, ce qui était quand même une sacrée bouffée d'oxygène. Fin août, 40 millions de primo-vaccinés, pardon, je donne les chiffres, 40 millions de primo-vaccinés, 35 millions de personnes ayant reçu une vaccination complète. Donc 40 millions primo-vaccinés, vaccination totale pour 35 millions. Ce qui revient donc, pardon, encore une fois quelques chiffres, 120 000 primo-injections par jour d'ici au 31 août et 240 000 secondo-injections, je ne sais pas si on le dit comme ça, par jour. Est-ce que c'est jouable? Est-ce que cet objectif est toujours réaliste? Cet objectif est réaliste, comme l'étaient les premiers objectifs. 10 millions 15 avril, 20 millions 15 mai, on l'a fait. 30 millions 15 juin. On l'a dit, on l'a fait. Tout le monde... nous avons eu beaucoup de gens pour expliquer qu'on n'allait pas le faire. On l'a fait, et toujours avec un peu d'avance. Et donc, nous allons également faire cet objectif. Nous avons les doses de vaccins pour le faire. C'est ça, aujourd'hui. Donc ça, 28 millions de doses attendues sur le mois de juin. Je n'ai pas le chiffre, je sur le un chiffre. petit peu moins, 25 millions, puisque les livraisons se font sur une semaine qui commence de mémoire le 28... le 28 juin. Et donc, en fait, elles ont lieu le 1er juillet, puisque c'est un mercredi. Donc, elles sont comptées maintenant dans juillet. Donc, vous avez à peu près 25 millions de doses en juin, ou 24 et des brouettes, et la même chose on ne manquera au mois pas de doses, de juillet. Donc, dont 2 tiers d'ailleurs de Pfizer au passage. Exactement. Donc on ne manquera pas de doses, on aura des doses. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est de continuer à convaincre sur la vaccination. Pas de l'imposer, parce que ça doit être une démarche personnelle, mais de continuer à convaincre. Parce que ce qui est important, c'est que plus les gens sont vaccinés, plus le pourcentage de personnes sont vaccinées, plus vous protégez les autres. Oui, mais qu'est-ce qu'on constate en Israël, au Royaume-Uni, aux États-Unis? C'est que plus on avance, plus on sait que c'est compliqué. On manque parfois de candidats, de volontaires. C'est mécanique, c'est lié aux chiffres. C'est mécanique, c'est-à-dire que plus vous êtes enthousiasmé par la vaccination, plus vous allez vous présenter. Facilement. Plus vous avez de questions, moins vous allez vous présenter. Il y a le risque de ralentissement, encore une fois, de cet été de la vaccination, avec ce qu'on vient de dire justement. Je pense surtout qu'il y a un sujet aussi que les gens vont partir en vacances et qu'en fonction de l'organisation de leurs vacances, ils peuvent être amenés à ajuster le moment où ils vont se faire vacciner. C'est aussi ça qu'on tient en compte. On tient aussi en compte on prend en compte aussi le fait que les professionnels qui vaccinent aspirent à des vacances bien légitimes et qu'il faut qu'ils puissent se reposer. Je rappelle que ça fait plus de 15 mois qu'ils sont tous sur le pont pour lutter contre la Covid. Et nous, notre enjeu, c'est de continuer à un rythme soutenu la vaccination, de faire en sorte que nous déployions la vaccination. Ce plafond, vous redoutez ce plafond dans la vaccination? Il est loin d'être atteint aujourd'hui. Il est loin d'être atteint. Donc continuons à vacciner. Et moi, j'appelle les Français effectivement à se renseigner, à prendre en conscience leurs décisions. Mais sincèrement, la vaccination aujourd'hui, on en voit les effets dans le ralentissement du virus. Vous avez pu voir que nous avons effectivement levé l'obligation de porter le masque dehors, mais tout simplement parce que les chiffres sont extrêmement bons et bien meilleurs en cinétique que ce qu'on estimait il y a encore 15 jours. Donc cela dit quelque chose de l'efficacité de la vaccination. Il faut continuer. Ouais. Et à ceux qui préfèrent encore une fois attendre la rentrée pour ne pas bouleverser leurs vacances d'été, on leur dit quoi? On leur dit que nous nous sommes organisés pour faire en sorte précisément qu'ils puissent se vacciner, c'est-à-dire faire la première dose avant de partir en vacances, faire la deuxième dose en rentrant de leurs vacances. Je ne connais pas beaucoup de Français qui partent cette semaine en vacances. Il y a cette flexibilité-là aujourd'hui, qui a été élargie pour le coup. Oui, et c'est une flexibilité qui repose aussi sur une meilleure connaissance de l'efficacité des vaccins, puisque les pays ont choisi des
périodes, des délais entre 2 doses qui sont différentes d'un pays à l'autre. Et en fait, on a maintenant une bonne vue et on sait que cet élargissement de la période ne nuit pas à l'efficacité du vaccin et c'est très important pour la population générale. Et pour les vrais récalcitrants, on leur dit quoi? Quand c'est plus une question d'organisation et de... voilà, par rapport à on part, on revient, les vacances et tout, on leur dit quoi aux récalcitrants? Je pense qu'il faut d'abord continuer à vacciner les gens qui, tout simplement, n'ont pas eu le temps d'organiser leur rendez-vous ou veulent faire vacciner leur adolescent et donc commencent à rechercher des rendez-vous. Il faut être efficace. Il ne faut pas chercher à convaincre à tout prix des gens qui, pour des raisons qui leur sont personnelles, sont persuadés qu'ils peuvent être un peu alimentés par des propos complotistes. Donc, nous, notre enjeu, c'est la transparence, c'est le libre arbitre, et c'est le fait d'avoir une organisation qui est aujourd'hui, je crois, très reconnue. Vraiment, tous les gens qui ont été vaccinés me disent ça s'est merveilleusement bien passé, très bon accueil, grande efficacité dans le centre, satisfait total pour les personnels soignants. Donc, c'est de rendre la chose le plus simple possible pour que les gens aient envie de le faire. Pour sortir durablement de cette crise, il faut vacciner, c'est ce que nous dit l'Académie de médecine, 90% des adultes. Mais on a 20%, encore une fois, sondage OpinionWay, 20% des Français de plus de 18 ans qui refusent, quoi qu'il en soit, se faire vacciner. Ils peuvent nous empêcher, encore une fois, d'atteindre cette immunité collective. Et la question après, effectivement, c'est la vaccination obligatoire. On n'en est pas encore là, mais la question va se poser. Écoutez, je pense qu'on en est très très loin. Oui. Je pense qu'on en est très très loin. Et il ne faut pas agiter des menaces inutiles. On en est très très loin. La vaccination obligatoire, elle existe pour les enfants lorsqu'ils naissent pour 11 vaccinations très spécifiques. Ce n'est pas pour ça qu'il faut en faire un mantra pour toutes les vaccinations. Aujourd'hui, on sait compter sur la responsabilité des Français. Ils ont montré qu'ils étaient, après avoir été sceptiques, un des peuples les plus réceptifs à la vaccination. Le taux d'adhésion de 80%, vous ne l'avez pas dans tous les pays. On retrouve le pays de Pasteur, si je puis dire. Et donc, continuons à vacciner sur ce rythme-là. Ce qui a été réalisé par le ministère de la Santé ces dernières semaines est un exploit. Et je crois que les Français le reconnaissent aujourd'hui. Ouais. Un petit mot du vaccin Sanofi, vaccin français, donc a montré, c'était il y a quelques semaines déjà, une efficacité comprise entre 95 et 100% sur un essai clinique de phase 2, Agnès Pannier-Runacher. Il pourrait arriver, selon Paul Hudson, qu'on avait d'ailleurs reçu ici, sur le marché en fin d'année. On se dit, mais ça n'arrive pas un peu après la bataille, là, quand même? Mais vous allez avoir des rappels, et puis vous avez le monde entier à vacciner. Ouais. Ça fait quand même des milliards de personnes. Je rappelle que si l'Europe aujourd'hui est vaccinée avec plus de 60% de sa population adulte qui est vaccinée aujourd'hui, primo-vaccinée, je rappelle d'ailleurs qu'on a 15 jours d'écart avec les États-Unis. Hein. On n'a plus que 15 jours d'écart. On a rattrapé le retard. Hein. Ben oui, 60% des adultes aux États-Unis vaccinés le 25 mai, 60% des adultes français vaccinés le 10 juin. La campagne de vaccination a largement ralenti aux États-Unis, vous avez vu. Hein. C'est pour ça que je vous posais la question. Mais justement, c'est intéressant de voir que nous sommes maintenant dans un écart de 15 jours. Pourquoi ? Parce que nous avons peut-être commencé par le plus dur, nous, qui étaient les EHPAD, les personnes âgées, les personnes dont il fallait recueillir le consentement des familles. Et que maintenant, cette stratégie qui avait été très critiquée par nos oppositions, prouve qu'elle est particulièrement efficace. Donc ce vaccin français n'arrive pas après la bataille, il arrivera pour le monde entier, il arrivera... Ce vaccin français va pouvoir répondre aux besoins du monde entier, d'un monde entier qui n'est pas encore vacciné. Je rappelle que c'est un vaccin qui est moins cher que l'ARN messager, qui semble indiquer une très bonne efficacité et qui est surtout facile en termes de logistique puisqu'il suffit d'avoir un réfrigérateur et pas un congélateur. Premier point. Deuxième point, c'est un vaccin qui, dans les essais cliniques que vous mentionnez, a montré une très grande efficacité en rappel. Ce qui est assez intéressant. Alors, il faut regarder sur un plus grand nombre de données. C'est tout l'objet de la phase 3 qui a démarré. Mais si effectivement c'est confirmé, ça pourrait laisser penser qu'il est plus efficace, peut-être même que les ARN messagers en rappel. Et donc, c'est l'intérêt de l'Union européenne d'avoir cette diversité de vaccins dans son portefeuille et de pouvoir aussi s'appuyer sur Sanofi. Qui sera produit 100% en France, celui-là ? Produit 100% en France, tout à fait. Aujourd'hui, combien de doses de vaccins, quel que soit le laboratoire, sont produites ? Je n'avais pas le chiffre, je me suis dit, tiens, combien de doses sont produites sur le sol français aujourd'hui, sur combien de sites ? Je n'ai pas le chiffre. En fait. Aujourd'hui, on a 2 sites de production, Recipharm et Delpharm, qui produisent du Moderna et du BioNTech. On a un site de production qui est encore au niveau des lots cliniques pour le CureVac, qui vient de produire des résultats qui sont en deçà des résultats des 2 premiers vaccins que j'ai mentionnés. On a Sanofi
qui produit ses lots donc, cliniques, c'est-à-dire pour les essais cliniques aujourd'hui, sur son vaccin, et qui va produire du Janssen et qui produit du BioNTech à l'étranger. Mais sur les 60 millions de primo-injections qu'on a reçues, combien de doses ont été fabriquées sur le sol français? Alors, à ce stade, un nombre... En gros, même au doigt mouillé. Ça n'a pas tellement de sens, comme question, parce qu'en fait, toutes les doses sont ensuite rapatriées au niveau de la plateforme logistique pour être redispatchées en Europe et dans le monde entier. Donc, dire quelle est la dose qui a été fabriquée sur le sol français versus l'Espagne, versus l'Allemagne, versus les Pays-Bas, c'est compliqué. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va fabriquer plus de 200 millions de doses en France de vaccins, ce qui vous donne une indication, je dirais, générale pour l'année 2021. Donc on est largement autosuffisant. Donc on a une partie d'autosuffisance, mais n'oubliez pas qu'une ligne de vaccin, c'est des composants qui viennent de toute l'Europe et que vous avez différentes étapes dans une vaccination, et notamment la partie drug substance est faite par nos voisins européens. Et c'est là tout le sens de ce processus européen, c'est de dire on prend les plus gros sites et les meilleurs pour fabriquer le plus vite des vaccins. Et finalement, aujourd'hui, on s'aperçoit que ça a plutôt bien fonctionné. Autant il y a des sceptiques au début, autant on voit bien que ça fonctionne largement aujourd'hui. Il fallait attendre, il fallait vivre la montée en cadence, mais on voit qu'aujourd'hui, les lignes sont en place. Et ce qui était difficile, ce qui est différent avec une économie de guerre, c'est qu'on ne pouvait pas dire on arrête de produire d'autres vaccins pour y mettre des lignes de vaccins Covid, parce que la rougeole, la fièvre jaune, etc., sont des maladies qui sont toujours présentes, donc il faut continuer à vacciner. Donc c'est forcément des lignes additives. D'accord, ok. On avait Pierre Moscovici, autre sujet maintenant, qui était à votre place hier, le premier président de la Cour des comptes qui a remis la veille au président un rapport donc, sur la stratégie de sortie de crise de nos finances publiques. Et contrairement d'ailleurs à ce qu'affirme Bruno Le Maire, qui dit que le retour de la croissance permettra de réduire la dette et les déficits, il nous dit non, il faudra aussi faire des efforts sur la dépense publique. La croissance seule, il nous l'a dit, ne sera pas suffisante pour réduire les déficits. Quelle est votre position là-dessus? Alors Bruno Le Maire, il est très clair, ça n'a jamais été quelqu'un qui prônait la dérive des déficits publics. Il est pour une gestion rigoureuse de l'argent public et il l'a mis en œuvre depuis maintenant 4 ans. Rigoureuse, c'est le bon emploi de l'argent public. Ça ne veut pas dire faire des économies pour faire des économies, ça veut dire faire de justes économies et faire en sorte que l'argent public soit le mieux employé possible. Et je rappelle que c'est ce gouvernement qui a ramené le déficit public en dessous des 3%. Ce n'était pas arrivé depuis 10 ans quand même. Il faut le redire. Ça, c'était la situation avant l'entrée de crise. Aujourd'hui, dans l'entrée de crise, nous avons mis des mesures d'urgence qui ont été extrêmement efficaces. Si vous regardez en termes de chômage, par exemple, nous sommes un des pays les moins touchés par le chômage en post-crise. Évidemment. La contrepartie, c'est que nous avons beaucoup investi dans les salariés, dans les entreprises, mais pour avoir un objectif de rebond de croissance. Donc ça, c'est un des éléments de réponse. Et bien entendu, mais je crois qu'on se retrouve assez bien dans le rapport de la Cour des comptes qui dit la dette publique reste un enjeu important sur lequel il faut être crédible, mais il n'y a pas non plus de mesures immédiates à prendre. Et l'enjeu, c'est effectivement de 2023. Montrer que on articule, on a une gestion la plus efficace des deniers publics. Donc on ne fait pas filer pour le plaisir de remettre de la dépense publique les déficits publics. On investit à juste titre et je trouve très intéressant le fait notamment qu'ils mettent l'accent sur l'investissement productif, puisque c'est très exactement ce que nous faisons dans le plan de relance. Par exemple, 35 milliards d'euros sont fléchés sur les entreprises industrielles pour créer de l'emploi. Et c'est comme ça qu'on crée de la croissance et qu'on permet de rembourser Combien la a dette. été décaissé aujourd'hui d'ailleurs sur le plan de relance de 100 milliards? On dit que 30 ou 40 ont déjà été mobilisés, mais décaissés. Alors, mobiliser et en réalité décaisser, puisque on parle des dispositifs, un jeune, une solution, de dispositifs qui sont quasi immédiats, on est effectivement aux alentours de 30 milliards d'euros. Et sur l'industrie? Et sur l'industrie, vous avez les impôts de production qui représentent 10 milliards d'euros, et ça c'est automatique puisque c'est des impôts qui ne seront pas payés en 2021. Et à cela vous rajoutez les dispositifs pour lesquels nous sommes allés au-delà des enveloppes qui nous avaient été données, puisqu'au-delà en 6 mois, on a dépensé les 2 milliards d'euros que nous avions et nous avons rajouté 1 milliard d'euros pour continuer à accompagner une reprise dans l'industrie qui est également extrêmement forte, avec des industriels qui ont des projets. Et aujourd'hui, on observe qu'on a quasiment une entreprise sur 3 industrielle, une entreprise sur 3 en France, qui a bénéficié du plan de relance. Bon, je reviens sur la consolidation de nos dépenses publiques. La commission Arthuis nous avait dit
On commence à réduire notre dette en 2030. La Cour des comptes nous parle de 2027. Quel est le bon timing? Vous me direz, il y aura peut-être d'autres majorités d'ici là. Mais voilà, quel est le bon timing? Je crois surtout qu'il faut regarder quelle est l'évolution des tendances macroéconomiques. C'est-à-dire que notre enjeu aujourd'hui, c'est de réussir la relance. Réussir la relance, on a un facteur limitant qui est un peu paradoxal, c'est de pouvoir recruter. Aujourd'hui, les entreprises recrutent. Elles peinent à recruter et ça ralentit la mise en œuvre. C'est la question des compétences qui est un problème français depuis longtemps. Qui est un problème français sur lequel nous avons agi, mais c'est important qu'on se le dise collectivement. C'est-à-dire le sujet n'est pas de ne pas avoir de commandes, le sujet c'est d'avoir des gens, d'avoir des salariés qui puissent justement faire ces commandes et répondre à ces contrats. Ça, c'est vraiment notre combat du moment et c'est pour ça que le plan Un jeune, une solution, par exemple, les 30 milliards d'euros que nous mettons sur la volet cohésion sociale est si important. Deuxième chose, derrière, je dirais, la stabilisation macroéconomique, on aura une notion plus précise. Est-ce que c'est 2027? Est-ce que c'est 2030? Moi, ce que je pense, c'est que il faut jouer le rebond aujourd'hui. Oui. Il ne faut pas casser le rebond. On l'a vu, vous savez, en 2009, lors de la crise de 2009, et c'est les Républicains eux-mêmes qui le reconnaissent, c'est-à-dire en analyse a posteriori. C'est une erreur de politique économique. Qu'ils ont trop rapidement, par exemple... C'est ce que l'Europe demandait aussi. Peu importe les raisons, mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'ils ont voulu augmenter les impôts, ils ont arrêté la croissance. Et nous sommes très clairs. La France a aujourd'hui un niveau d'imposition qui est l'un des plus élevés dans l'OCDE. C'est un facteur limitant de la croissance. Quand on est à ce niveau-là, encore une fois, lorsque Biden augmente les impôts, il part de tellement plus bas qu'on n'est pas encore prêt de se rencontrer. Et nous, la politique que nous avons, c'est de favoriser la croissance. Et nous aurons une gestion des finances publiques, comme nous l'avons toujours eu. Je veux dire, on ne lâche pas sur la dépense courante, on ne fait pas des recrutements inutiles, on ne dépense pas inconsidérément l'argent. L'argent, il est orienté sur le plan de relance pour relancer l'économie. Ouais. Dans les réformes à faire sur la Cour des comptes, il y a cette réforme des retraites nécessaire, nous disait hier Pierre Moscovici. François Bayrou, c'est intéressant, lui ne pense pas qu'une réforme des retraites puisse aboutir avant la présidentielle. Agnès Pannier-Runacher nous l'a dit, et c'est ce qu'il a dit hier, même s'il admet qu'à terme, cette réforme des retraites est inéluctable. D'ailleurs, quand on interroge les Français, 55% ne veulent pas d'une réforme des retraites avant la présidentielle. Pourtant, 70% sont pour le principe d'une réforme. Après, il faut entrer dans le contenu. Elle est vraiment urgente, cette réforme des retraites. On a Bruno Le Maire qui nous dit que c'est une priorité. C'est votre opinion aussi que c'est une priorité? Parce que pour François Bayrou, c'est pas... Il vaut attendre d'avoir peut-être l'onction du peuple. Je crois que c'est une priorité pour tout le monde. Après, là, vous rentrez dans le détail du timing, c'est-à-dire est-ce qu'on l'a fait dans moins d'un an ou est-ce qu'on l'a fait dans un peu plus d'un an? Mais in fine, c'est une priorité pour tout le monde. Pourquoi c'est une priorité? Parce qu'un régime des retraites qui n'est pas financé, ça veut dire qu'en fait, les jeunes n'ont pas... On leur vend un rêve auquel ils n'auront pas accès. C'est ça la réalité. Donc c'est un problème d'équité sociale majeur. Et nous devons aujourd'hui faire en sorte que les jeunes aient un contrat social qui soit certes, mais sur le timing, on est d'accord sur le fond fondamentalement, effectivement, le vieillissement, rassurer les jeunes sur le fait qu'ils auront une retraite qui sera payée. Mais sur le timing, on saura quand la position du président, du gouvernement, certains disent début juillet, pour savoir si oui ou pas il y aura, encore une fois, quelque chose avant la présidentielle, sachant que les partenaires sociaux sont contre, ok, c'est pas une surprise, mais même le MEDEF, en termes de timing, dit c'est un sujet pour la présidentielle. Moi, je crois que c'est au président de la République de trancher cette question. Bon. Ça sera lui le maître des horloges. Bon. Mais à titre personnel, que ce soit avant, après, ça ne change pas grand-chose. Je laisserai le président de la République trancher cette question. Bon. D'ailleurs, Laurent Berger disait, c'est intéressant, il disait aussi que justement que c'était un sujet pour la présidentielle. François Bayrou, on finit là-dessus, qui se prononce en faveur d'un plan Marshall destiné, nous dit-il, à éviter l'effondrement de l'appareil productif français. L'effondrement de l'appareil productif français. Ça revient à dire en creux que vous n'en avez pas fait assez? Ce n'est pas ce que dit François Bayrou, parce que nous échangeons beaucoup. Ce qu'il dit, c'est que hier, devant les journalistes, le plan de relance aujourd'hui, de l'Assemblée. Le plan de relance aujourd'hui est un plan qui est extrêmement puissant. Il est construit sur 2 ans. Il faut construire la suite. Lorsqu'on regarde les projets que nous avons, par exemple, au niveau européen, on est en train de bâtir, avec le commissaire Breton, une politique ambitieuse, industrielle, très forte.
Je pense par exemple au projet que nous avons pour reproduire des semi-conducteurs ou augmenter nos capacités de production de semi-conducteurs. Une fonderie de semi-conducteurs, c'est plusieurs milliards d'euros. Une fonderie de moins de 10 nanomètres, c'est plus de 10 milliards d'euros d'investissement. Il faut mettre le paquet là-dessus. C'est sûr qu'on a pu évoquer effectivement les pénuries, donc c'est notamment de ça que nous parlons aujourd'hui. Ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est comment on se donne les moyens de réinvestir des secteurs stratégiques. La santé, l'agroalimentaire, l'électronique, le nucléaire pour les Français. Et alors ce que nous faisons dans le plan de relance aujourd'hui, moi je peux vous dire aujourd'hui... Combien sur les semi-conducteurs sont fléchés aujourd'hui Alors, plusieurs centaines de millions d'euros. Et la question c'est, ne faut-il pas aller plus loin? Mais juste pour vous donner aujourd'hui une idée, sur les 6 secteurs stratégiques sur lesquels nous travaillons pour des relocalisations, nous avons d'ores et déjà plus de 300 projets qui sont soutenus. Plus de 300 projets soutenus sur les 6 derniers mois. Vous me parlez de 100 millions d'euros. Je pense à SML, qui est le leader taïwanais. Je crois qu'ils investissent de mémoire 20 milliards de dollars par an. Donc oui, mais là, je vous parle d'argent public. Oui. Les acteurs privés, ils investissent avec un facteur 5-6 fois plus élevé. Donc, si vous ajoutez la somme que veut mettre la France, la somme que pourrait mettre l'Allemagne, la somme que pourrait mettre la Commission, et si vous ajoutez l'investissement privé, Infineon, NXP, ST Microélectronique, vous arrivez à des sommes conséquentes. Et l'enjeu, c'est effectivement de fixer l'ambition. Donc, oui, je crois que c'est important de considérer que si on veut continuer à porter cet objectif de reconquête industrielle, sur lequel nous avons aujourd'hui obtenu des résultats, Je rappelle que pour la première fois, on a recréé de l'emploi industriel en 2016, 2017, 2018, et que... Quelques milliers par an, c'est 10 000 par an, je crois. Un peu plus. 10. Et c'est net. Hein, et que les emplois... C'est ça qui est intéressant. Ouais. Et qu'on a effectivement une perte d'emploi en 2020, mais beaucoup moins importante que celle de la crise de 2008-2009, qui a été beaucoup moins violente. Il faut aussi le souligner, elle était 3 fois moins violente, la crise de 2008-2009. Donc, on voit que cette dynamique aujourd'hui prend, mais pour continuer, il faut avoir le même niveau d'ambition que la Chine et les États-Unis. Et donc, ce n'est pas idéologique. La Chine, elle investit massivement dans les nouvelles technologies. Les États-Unis investissent massivement dans les nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, l'Europe a un rôle à jouer dans ces investissements. Et c'est vrai que nous, au travers du projet d'investissement d'avenir, par exemple, on a un programme de 20 milliards d'euros pour les 5 ans qui viennent. Donc vous voyez, il n'y a pas que le plan de relance, il y a aussi ce qui vient après. Et rien que le projet d'investissement d'avenir, c'est beaucoup d'argent sur la table. Ça, c'est ce qui vient après, parce que ce qui vient avant, c'est une élection régionale. Vous êtes retourné en campagne ? Tout à fait, dernier jour, meeting ce soir, et puis... objectif, passer au-delà du seuil des 10%. Objectif, aller chercher chaque voix. Chaque voix, c'est ça qui compte aujourd'hui. Bon. Ces territoires ont été délaissés, ils ont été, je dirais, pris par le Rassemblement national, mais pas pour de bonnes raisons. Donc à nous de montrer que cette reconquête républicaine, elle peut se faire sur ces territoires. Il est très frappant de noter que des villes... qui ont élu leurs maires à plus de 60%, 70%, des maires socialistes, des maires républicains, des maires de centre-droite ou de centre-gauche, votent parfois à plus de 40% pour le Rassemblement national. Ça nous dit juste qu'on ne faut pas laisser les extrêmes seuls sur le terrain. Bon, voilà, merci en tout cas. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui en direct sur Boursorama. Agnès Pannier-Runacher, donc ministre déléguée en charge de l'industrie. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir.